Bonsoir à tous, c'est un nouveau package de 5 grands rendez-vous qui s'ouvrent ce lundi soir et nous aurons comme invité Profil, un défenseur de l'environnement, un journaliste spécialiste éducation et un spécialiste en hôtellerie et tourisme. Bienvenue donc à chacun et à tous et suivez déjà la météo. Salut donc à tous les téléspectateurs de Ouida. Là, c'est la ville de Yasmine Damanta, la chef d'édition de ce grand rendez-vous. Et là, vous avez donc le temps qui doit faire donc chez vous demain matin. Et ce soir, sur le grand rendez-vous va donc célébrer la journée de la Terre. C'était hier et le monde entier s'est penché sur les astuces écolo pour donc protéger la Terre. Sur le grand rendez-vous, il sera donc question de faire un zoom sur les pratiques favorables à la sauvegarde de la Terre. L'actualité de l'école béninoise nous intéresse sur ce plateau du grand rendez-vous. Suivez donc les avis d'un observateur sur les grèves et la cantine scolaire au Bénin. De l'école, nous ferons juste un petit pas pour parler emploi sur le grand rendez-vous et quels sont donc les types d'emplois qu'offre le secteur de l'hôtellerie et tourisme. On y répond sur Autant Savoir. Mesdames et messieurs, le journal sera également au grand rendez-vous. Ce sera à 19h45 et sera présenté bien sûr par Estelle Pazou, déjà en place pour les titres. Bonsoir Estelle. Bonsoir à vous, Assioum Gaba. On se retrouve ce soir et tout à l'heure à 19h45, vous allez nous présenter le journal. Quel en est le menu principal? Alors, les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi se préoccupent du développement du Bénin. Ils y ont réfléchi vendredi dernier, vous en aurez le point. Les infirmiers militent pour une organisation de leur métier. Ils entendent ainsi corriger les dérives observées ces dernières années dans la profession. Et puis, visiblement, en Allemagne, la croissance économique ne profite pas à tous. Les enfants et les jeunes sont les plus défavorisés. Fort heureusement, des centres familiaux leur viennent en aide. Voilà, Assioum, les grandes articulations du journal de ce soir. Merci beaucoup à vous, Estelle Pazou. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour le développement de ces titres annoncés. Alors, sur le grand rendez-vous, cap à présent sur les plateaux et on ouvre par la rubrique Nature et bien-être.
Oui, la journée mondiale de la Terre, je dis la journée de la Terre tout simplement, c'était donc hier dimanche, pardon. Aujourd'hui, sur le grand rendez-vous, nous parlons bien sûr de cette journée et nous allons vous présenter des pratiques qui sont favorables à la sauvegarde de la Terre. Tout à l'heure, nous allons recevoir Josiah Dossou-Bodrenou pour donc ces pratiques-là, pour parler de la journée de la Terre. Mais avant, on suit ce reportage signé Amandine qui nous présente ce que c'est que cette journée. C'est quoi la journée de la Terre? La Terre, elle nous offre plusieurs avantages à travers ses attraits naturels, ses reliefs et ses écosystèmes. Cet ensemble est fourni gratuitement et reconnu par tous. Malheureusement, cette terre est aujourd'hui menacée du fait des activités humaines. Toutes les activités que nous posons tous les jours portent atteinte à la terre. On a fait de la monoculture. On a dégradé, on a décimé les forêts, on les a remplacées par un désert. Et on a mis en plus des pesticides et des engrais chimiques qui tuent toute la terre. Les micro-organismes qui sont contenus dans cette terre sont totalement tués. Lorsque vous mettez les pesticides et les nappes phréatiques sont polluées, c'est ça, vous pouvez être n'importe où. Vous n'avez pas demandé de manière incidente et involontaire, vous êtes détruit par cette pollution des eaux. Les animaux aussi en sont victimes. Tout le monde est victime de ça, que tu veuilles ou pas. Aujourd'hui, nous produisons assez de déchets. Mais nous n'avons pas en retour une bonne politique de gestion de ces déchets. Que ce soit les déchets solides ménagers, que ce soit les déchets électriques, que ce soit les déchets magnétiques, etc., etc. Nous n'arrivons pas à bien les gérer. Mais quand ces déchets ne sont pas bien gérés, nous sommes obligés de vivre le martyre. Mais ces hommes-là aujourd'hui, ils veulent accroître la productivité. Mais quand ils veulent accroître la productivité, ils veulent avoir un grand rendement. Mais ils disent pour avoir ce grand rendement, il faut qu'ils utilisent des produits chimiques. Mais ces produits chimiques, pour la plupart, sont des produits dangereux. Puisque si la planète est atteinte, ça veut dire que les éléments qui vivent sur la planète aussi sont atteints. Et les grands éléments qui seront atteints, c'est l'homme, c'est les espèces animales, c'est les espèces végétales et tout l'écosystème. Face à cette situation, l'homme doit prendre ses responsabilités et réfléchir aux défis liés à la préservation de l'environnement. Un changement de comportement s'impose. Nous devons cesser nos pratiques, ces pratiques-là, pour nous redonner la vie et pour que nos terres se portent bien. Nous devons retourner à une culture agricole sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Chaque fois que nous mettons des voies, nous devons mettre des arbres tout autour, dans les allées, dans les boulevards. Il faut construire des maisons en sorte que nous n'ayons pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie fossile qui participent aussi à ces dégradations-là. Nous devons changer de comportement et réduire nos besoins de manière raisonnable. Deux petites astuces pour préserver la planète Terre, cette terre et ses écosystèmes qui nous soutiennent et nous nourrissent. La Journée internationale de la Terre rappelle que chacun doit agir pour la planète afin d'avancer dans la bonne direction. On comprend donc qu'il faut donc aider la Terre pour qu'elle puisse nous aider à vivre convenablement. C'est ce que vous nous dites sur ce plateau ce soir, Josiah Dossou-Bodrenou. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être là. Oui. Merci également à Amandine Niambossou d'être allé chercher M. Josiah Dossou-Bodrenou pour nous présenter quelques pratiques qui sont favorables à la sauvegarde de la Terre, puisque nous célébrons notre journée de la Terre aujourd'hui. C'est exact, Assoum Gaba. D'abord, bonsoir à vous. Bonsoir, Amandine. Vous l'avez constaté, on observe aujourd'hui une dégradation de la terre nourricière et cette situation agit sur le bien-être de l'homme. Monsieur Josiah Dossou-Bodrenou, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci, madame. Comment se porte aujourd'hui la terre? La terre nourricière, et c'est la terre qui nous apporte tout. Et malheureusement, la terre risque de ne plus continuer à nous donner les services dont l'homme a besoin. Et la terre est pratiquement essoufflée. La terre est menacée. Qu'est-ce qui essouffle et qu'est-ce qui menace cette terre? La première menace pour la terre, ce n'est pas les changements climatiques, c'est plutôt l'homme. C'est l'homme qui exploite abusivement et c'est l'homme qui dégrade et normalement c'est l'homme qui devrait être la solution.
les autres discours n'apporteraient absolument rien. Mais les changements climatiques aussi ont leur part de responsabilité dans la Non, les dégradation. changements climatiques ne sont pas là pour détruire la Terre. C'est plutôt pour montrer à l'homme ses limites. Parce que, c'est dit, si nous allons débattre de ce sujet, ça va prendre assez de temps. Alors, M. Jesus, comment faire alors de l'homme la solution? Voilà, c'est qu'il faut amener l'homme à prendre conscience de son impact négatif sur l'environnement et il faut que l'homme, qu'on réussisse à mettre dans la tête de l'homme qu'il est le seul qui doit trouver la solution aux problèmes qui se posent à l'environnement. Prenons les cas les plus simples. Oui. Nos consommations au jour le jour, tout ce que nous consommons. Ça veut dire, prenons, chaque jour, nous avons besoin de prendre un petit déjeuner. Nous avons besoin de manger à midi, le déjeuner et le dîner. Tout ce que nous consommons, ça vient d'où? Ça vient de la terre. Je crois que personne ne consomme du plastique. Quand on dit consommons, ce n'est pas du plastique. C'est dit que c'est cultivé sur la terre. Mais la terre, pour que nos cultures, je parle seulement de l'homme, je ne parle pas des animaux, je ne parle pas de la nature. Ce que l'homme doit consommer, c'est que c'est l'homme qui choisit. Aujourd'hui, la civilisation a atteint un certain niveau où l'homme ne va pas seulement dans la brousse pour cueillir chaque jour ce qu'il doit manger. Si on doit prendre du maïs aujourd'hui, le maïs n'est plus sauvage. Si on doit prendre du riz, ça a été cultivé. Mais il faut qu'on se rappelle que là où l'homme a commencé par faire de la monoculture, là où il produit ce qu'il doit consommer, c'est que là, il y avait de la nature. Et les premières fois, quand l'homme est parti cultiver, il n'a pas cherché loin. Il voit une plante pousse là. Ce que lui veut cultiver, il va mettre sur terre et il voit que ça pousse. Mais au fil du temps, c'est qu'il a constaté qu'il a besoin du maïs, mais il met sur la terre, ça ne pousse pas. Et là, il doit commencer par chercher des solutions. Et normalement, la solution doit être basée sur la terre. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se fait? C'est que l'homme a trouvé des technologies qui l'amènent à penser que c'est des solutions rapides, durables et même qui apportent plus de résultats. C'est quoi? Aujourd'hui, on parle de l'amélioration des cultures, mais ça ne suffit pas. C'est accompagné d'un paquet technologique qui nécessite l'utilisation, par exemple, des pesticides, où on doit utiliser. Aujourd'hui, allons au cas pratique où on constate que, parce qu'il y a plus de main-d'œuvre entre griffes dans les villages, les gens choisissent simplement amener de l'herbicide. C'est-à-dire, voilà des substances, quand on verse sur le sol, ça tue les plantes sauvages entre griffes qui seraient là, mais ça tue jusqu'aux micro-organismes qui sont sur le sol. Voilà une facilité que l'homme a trouvée. Nous ne mettons plus la roue, nous n'avons plus besoin de mécanisation, on détruit comme ça les herbes en mettant de l'herbicide. Mais quand vous mettez de l'herbicide, souvent, ce n'est pas sélectif. Vous amenez d'autres cultures, mais ça ne pousse pas. Et ça crée des problèmes à qui? C'est l'homme. Oui. Mais en mettant de l'herbicide, vous croyez seulement avoir détruit les plantes qui sont sauvages pour vous, mais vous créez, c'est-à-dire tout ce qui est microflore, qui pourrait aider à ce que le sol respire. Vous tuez tout ça là. Vous plantez des choses, mais aux premières pluies. Tout ce qui est produit chimique, bon, je suppose que le sol n'est plus très bien, l'herbicide c'est pour les herbes, mais on a mis d'autres engrais pour régénérer un peu le sol. Tout ça là est lessivé. Pas loin, il y a un cours d'eau. Tout ce qui est lessivé rentre dans le cours d'eau, ça tue quoi? La microflore qui est là, les poissons, les herbes, ce qui peut nourrir autre chose et qui mange les poissons. Donc il y a une interaction. C'est une interaction terrible. L'homme doit prendre conscience pour dire ce que je fais à côté peut avoir d'impact sur le long terme. Mais maintenant, est-ce qu'il est possible de débarrasser un jour la terre de toutes ces impuretés? Non, ce n'est pas question de débarrasser. C'est que l'homme doit prendre conscience pour limiter les faits. S'il ne limite pas aujourd'hui, c'est que c'est l'homme qui va disparaître. Je vais prendre des cas. Moi, je préfère souvent attirer l'attention. Si on veut sensibiliser les gens, il faut leur montrer ce qu'ils font de mauvais. Voilà. Regardez Cotonou. Pendant longtemps, et on continue jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un achète une parcelle à Cotonou, comme c'est une zone humide, on met des ordures, on ferme. Et ça continue. En 2018, on continue à utiliser des ordures pour fermer les bas-fonds. Malgré toutes les sensibilisations. Malgré toutes les sensibilisations. Ce qui manque aux sensibilisations, c'est l'application de la réglementation. On peut en arriver, mais... Est-ce qu'il faut commencer par construire sur pilotis à Cotonou? Attendez, le problème, ce n'est pas là. C'est que le fait qu'on a enterré des ordures pendant longtemps, allez à Kwakpa, allez faire des forages dans certaines zones à Kwakpa. Vous allez vous poser la question,
si vous êtes dans un marécage ou quoi, c'est dit l'eau qui sort, tout ce n'est pas la oui. couleur de l'eau qu'on connaît, mais deuxièmement, ça sent dans certains quartiers. Mais même si on arrête aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste des eaux souterraines, mais je ne crois pas que dans 50 ans, on aurait changé. Parce que c'est des générations, on en continue. Voilà les mauvais comportements que l'homme a sur la nature en enterrant simplement des ordures. Vous allez proche du lac Nokoué aujourd'hui. Tout au long du lac Nokoué, tous les quartiers pratiquement qui sont autour, on continue à enterrer les ordures. Ouais. On fait même le lac. Et on se dit, parce que nous sommes pauvres, et on s'installe dessus. Les problèmes, c'est pour demain. Quand les grandes pluies vont commencer, vous allez trouver des ordures, même sur des pavés, à plus de 200 mètres du lac. Et ça a déjà commencé avec les premières pluies. Les premières pluies, voilà. Voilà les mauvais comportements que l'homme a sur la nature. Le cas concernant la gestion des ordures, on jette les ordures dans les plans d'eau. Vous allez dans Tokpa, vous regardez les berges, vous voyez tout ce qui est déchet, on jette là. Ça se retrouve où? Ça va même jusqu'en mer. Et ça se retrouve sur le littoral, sur les plages. Qui fait ça? C'est l'homme. Mais la première conséquence, c'est que les poissons que vous consommez, que nous consommons, sont pollués. Et c'est nous qui les consommons. Et en retour, c'est nous qui allons développer les maladies. La terre nourricière, nous déposons des ordures, nous déposons des produits chimiques sur la terre parce qu'on pense régler nos problèmes. Et après, les conséquences, c'est nous-mêmes. C'est pour cela qu'on doit trouver des solutions. Allez voir, dans la consommation du bois, par exemple, oui. On coupe tout ce qui est bois dans nos forêts classées. Nous avons assisté même à des scènes ou dans des villages, dans la vallée de l'Ouémé, où les gens vendent même un arbre. C'est-à-dire qu'un arbre sur pied, des gens passent dans le village pour demander à acheter un arbre. Et on achète arbre sur pied et on coupe parce que le besoin est là. Mais pendant longtemps, on a sensibilisé pour planter les arbres. Le besoin, c'est connu. Et quand le besoin est connu, on prend des mesures en aidant la terre. C'est de planter plus d'arbres parce que le besoin est là. Mais on n'en a pas planté. Et tout ce qui est naturel, on a détruit. Mais on espère quoi? Je suis quelquefois content quand j'apprends qu'il y a des catastrophes. Ah bon, pourquoi? Ah oui, parce qu'on ne peut pas tout le temps dire aux gens, laissez les arbres qui sont sur les collines. Et les gens pensent que c'est parce qu'il y a des activistes, c'est parce que des gens n'ont rien compris. On ne peut pas être fatigué non plus de sensibiliser. Non, on ne peut plus continuer à sensibiliser tout le temps. Ce n'est pas la peine. C'est dit, chez moi, on dit, l'enfant, même un bébé là, tu lui remets son biberon, il ne mettra jamais dans le nez. Il sait où ça va déjà, oui. Il sait où ça doit aller. Ça veut dire que les gens savent ce qu'il faut faire, mais les gens choisissent de ne pas le faire. Pourquoi te plaindre d'eux quand il y a des catastrophes? Non, c'est bientôt, les pluies vont commencer. Oui. On va crier, il y a des inondations. Après, on va dire, il y a le choléra. Mais c'est dû à quoi? C'est le fait que nous avons mal géré ces zones humides, nous avons déposé les ordures et nous pensons vivre avec. Mais on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut maltraiter son cadre de vie, la terre, et espérer qu'on peut avoir meilleur. Il y a mieux à faire. Mieux à faire? En quoi faisant, par exemple? En quoi faisant, c'est que commençons déjà par chercher des solutions pour nos problèmes. Prenons les cas les plus simples, mieux gérer nos ordures. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la terre, oui. Mais nous avons visité des centres où les gens produisent sans jeter une seule goutte de pesticides et ça marche. Ça veut dire que l'homme a la solution en ce qui concerne les problèmes qui se posent à la nature. Merci beaucoup à vous, Monsieur José Adossou Bodirenou. Merci, madame. Merci, Amandine. Oui. Merci, Monsieur José Adossou. À très bientôt. Merci. Sur nature et bien-être, sincèrement. J'aime quand vous parlez de l'environnement, j'aime quand vous sensibilisez les populations sur les bons comportements à adopter pour sauvegarder la biodiversité, sauvegarder surtout la terre. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Merci. La suite du grand rendez-vous, ce sera avec l'expert. Avec lui, nous parlerons bien sûr de l'actualité de l'école béninoise. Avec l'expert aujourd'hui, il faut dire déjà que le 16 avril dernier, ça faisait environ 3 mois que l'école béninoise est en grève. Une situation qui vient d'ailleurs même jeter du discrédit sur le retour des cantines scolaires constatées pour cette rentrée. Alors, 2 sujets sur lesquels nous aurons les observations de Gérard Guédégbé, journaliste spécialiste éducation. Bonsoir Gérard Guédégbé.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Les grèves sont de retour dans l'école béninoise. Selon vous, qu'est-ce qui bloque le retour en classe? Ce qui bloque le retour en classe, c'est ce que j'ai appelé le peu d'importance que les partenaires, que ce soit partenaires publics, gouvernement ou les syndicats, accordent au temps scolaire. Selon moi, je crois qu'ils ont perdu de vue la notion de ce que représente le temps scolaire dans le processus d'apprentissage. Parce que vous savez que lorsque l'apprentissage est discontinu comme nous le voyons, cela joue sur la motivation des apprenants. Vous n'avez pas envie de reprendre à chaque fois quelque chose, lorsque vous la reprenez, elle s'estompe. Et toutes les fois où elle s'estompe, vous perdez l'espoir de reprendre. Et si par bonheur, je vais dire irrégulier, on vous dit, ça y est, vous pouvez reprendre, vous y allez juste pour voir si ça allait marcher, et vous y allez dans une certaine insécurité que vous ne vous donnez pas. L'insécurité, c'est quand l'enfant se dit, bon, peut-être que dans 2 semaines encore, on va rester à la maison. Donc, moi, je pense que ce qui me frustre personnellement dans cette grève, c'est le manque de prise de conscience des acteurs sur ces éléments qui sont des impacts très, très sérieux sur les enfants. J'ai toujours pensé que même si après le langage un peu, selon moi, je ne dirais pas un mot difficile, mais le langage de ce qu'il faut rattraper l'année est inconcevable. On ne peut pas rattraper une année. Une année, et quand elle est désordonnée de la sorte, elle est perdue. Mais on a eu à rattraper des années. Oui, mais nous ne sommes pas dans un pays où il faut toujours colmater les brèches. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables, et je l'ai dit, d'assumer avec responsabilité l'avenir des enfants qu'ils nous ont confiés. En fait, les enfants nous ont confié leur avenir et ils attendent à ce que nous puissions leur donner les moyens matériels, intellectuels pour pouvoir prendre en main le développement de ce pays quand leur heure viendra. Et nous n'arrivons pas à assumer cette responsabilité. Donc je pense que c'est ces éléments qui peuvent sembler un peu philosophiques, qui doivent beaucoup plus peser dans la balance. Mais j'ai toujours pensé que ce soit les syndicats ou le gouvernement, à un moment donné, ils ne perçoivent pas cela. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas très, très républicain, je veux dire, de laisser l'avenir des enfants comme ça. Mais les grèves ont un problème unique, le fait que nous ne savons pas anticiper. On a toujours pensé que les moments de paix étaient des moments de repos. Donc, toutefois où il y a une accalmie dans le secteur, les gens vont dormir sur les lauriers, et puis quand ça vient, et puis on reprend encore les mêmes choses. Et aussi, les thèmes du dialogue social ne sont pas clairs. Alors, vous pensez que c'est en temps de paix qu'il faut donc réunir les acteurs pour discuter et s'entendre? Bien sûr, s'entendre et même acter les discussions pour qu'on se dise l'année prochaine, nous n'aurons plus à avoir des grèves de telle sorte parce que vous ne viendrez plus nous dire que vous avez besoin de grève, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de ceci. Et je pense que les vacances sont propices pour cela. Mais malheureusement, pendant les vacances, tout le monde va se coucher. Le gouvernement s'occupe de ce qu'il pense être la priorité en ce moment. Et aussi, les acteurs sociaux vont en vacances et nous revenons et les problèmes surviennent et surgissent. Alors, quand vous parlez de prise de conscience par rapport à l'importance du temps scolaire, est-ce que vous voulez dire que l'école béninoise a beaucoup plus de chances d'enregistrer davantage d'échecs? Oui, nous avons des échecs. En fait, les échecs de l'école, moi, je ne les mesure pas sur les taux de réussite. Les taux de réussite, on peut les arranger pour avoir tout ce qu'on veut. Ce n'est pas parce que vous avez 60% au baccalauréat, 50% au BPC que l'école béninoise est performante. Non. On mesure la performance de l'école par rapport à la capacité qu'ont les apprenants. Donc, lorsqu'on fait un test de niveau de compétence, c'est-à-dire on fait un test par rapport au niveau CM2, et puis on arrive à voir réellement parmi les enfants qui sont au CM2 combien ont le niveau
d'être en classe de CM2, c'est en ce moment seulement qu'on peut mesurer la performance de l'école. Et c'est pour ça que l'efficacité interne de notre système, c'est-à-dire tout ce qui montre que la qualité permet à l'apprenant de passer un point A à un B, a quelques problèmes. Et moi, j'interroge encore une fois un peu plus notre système d'évaluation. Notre système d'évaluation, selon moi, n'est pas assez soutenu. Il permet de faire des arrangements. Et tant qu'on est capable de faire des arrangements, sur un terrain politique ou bien sur un autre terrain, on est capable... Sur quoi évaluer alors ce système? Je pense que le niveau de compétence des apprenants doit être de mise. Pour que nous puissions nous dire aujourd'hui qu'un enfant qui est au CE2, voilà les compétences sur lesquelles la Confémène a fait un travail comme ça avec nous il y a quelques années. Oui. Notre rang n'était pas très intéressant. Vous avez vu que lorsque on a mesuré les niveaux de compétences des apprenants en mathématiques et en français, on n'était pas du tout performant. Mais à la fin de l'année, on aura des taux de réussite impressionnants et tout le monde sera malheureusement content sur quelque chose qui n'est pas réellement la source ou la racine. Donc moi, je voudrais souhaiter que les prochaines réflexions que nous menons puissent nous permettre davantage de faire en sorte qu'on ait des enfants beaucoup plus qualifiés, pour qu'on n'ait pas beaucoup de problèmes à gérer quand ils seront au niveau universitaire ou au niveau supérieur. Au niveau supérieur. Alors, l'urgence, c'est le retour à l'école. Ouais. Alors, le gouvernement promet un retour très, très probable et très bientôt. Ouais. Mais comment réussir alors ce retour durable? Ce retour durable, c'est que, je reviens sur la première idée, la prise de conscience des différents acteurs. Okay. Il faut aussi savoir s'arrêter. J'ai toujours pensé que nos grèves durent un peu plus trop chez nous. Vous savez, quand je ne donne pas d'exemple parce que je regarde l'Europe, mais quand on veut faire des grèves à impact, je pense qu'elles ne seraient pas trop dans la durée. Okay. Il faut éviter de paralyser l'école pendant des dizaines de jours pour espérer que cela fera un impact. Malheureusement, l'impact que ça donne, il n'est que négatif sur l'apprenant. Parce que moi, j'ai dit quelque part, après le honteux conflit, c'est-à-dire le conflit entre les apprenants et les pouvoirs publics, la reconstruction est impossible. Non, impossible. Impossible. On n'est pas capable de reconstruire les enfants cette année. C'est terminé. Vous-même, ça peut sembler un peu alarmiste, mais c'est ça. On ne fera que colmater les brèches. Colmater les brèches. Ils partiront de ce niveau au niveau supérieur avec les lacunes de cette crise. En tout cas, à vous entendre, on a la preuve que donc, cette situation de grève est effectivement venue jeter du discrédit sur le retour des cantines scolaires, un événement qu'on a accueilli avec, avec joie à la rentrée. Mais par rapport donc, à la cantine scolaire, que dire des détournements, l'actualité autour de cela, où on dit que des directeurs ont détourné des vivres vraiment de ces élèves? Non, mais bon, c'est toujours... moi, je ne suis pas impressionné par les annonces de ce qu'il y a eu des enseignants qui ont détourné des vivres. C'est un peu mettre le poisson à côté du chat. C'est la structuration de la gestion des cantines qui pose problème. Okay. Et le problème que ça pose, la racine, c'est la maîtrise des statistiques scolaires. C'est tout. La maîtrise des statistiques scolaires. Oui, nous ne maîtrisons pas les statistiques scolaires parce que vous regardez les arguments qui sont évoqués, il paraît que parfois les directeurs d'école gonflent les statistiques là où ça... Bon, ça veut dire qu'on a un problème de maîtrise des statistiques scolaires. Dans la sous-région, que je connais un peu, chaque année, les ministres en charge de l'éducation font un lancement officiel où ils publient les statistiques scolaires de chaque sous-secteur. Okay. Ici, on a encore un problème par rapport à la maîtrise des statistiques scolaires. Si on maîtrise les statistiques scolaires et avec les différents éléments qui sont mis pour assainir la gestion, ça devrait aller. Mais le problème de ce que les enseignants gonflent les chiffres pour pouvoir prendre plus de risques, pour moi, c'est marginal. C'est juste que nous n'avons pas une très bonne maîtrise des statistiques, c'est tout. Alors, comment gérer alors il faut renforcer
renforcer le système d'information au niveau de l'éducation. Le système d'information au niveau de notre système éducatif est assez faible. Nous n'avons pas une idée claire du nombre d'enfants qu'il y a dans chaque école, le nombre d'absents. Vous savez, quand on dit maîtrise des statistiques, cela demande un peu plus de rigueur dans la collecte et dans aussi le traitement. Cela permet quand même d'ajuster ces éléments-là et aussi même, pourquoi pas même affecter les cantines dans les différentes écoles, cela est aussi chose. Il y a des efforts qui se font par rapport au SIG, le système d'information de gestion de l'éducation, je crois, si la définition est juste, et par rapport aussi au processus de carte scolaire. Si on peut opérationnaliser ces éléments, nous serons à même d'avoir une bonne maîtrise des statistiques et on n'aura plus ces effets de ce que quelqu'un vole un sac de riz parce que, bon, il peut ajouter 2 ou 3 enfants. 2 ou 3 enfants. Mais alors, donc, est-ce à dire que sans cet outil, sans cette donnée statistique, on ne peut vraiment pas aussi évaluer l'efficacité des cantines scolaires? Oui, on ne pourra pas, mais l'efficacité des cantines scolaires se sent logiquement dans la rétention. Okay. Si nous avons plus d'enfants qui restent à l'école qu'il y en avait au moment où la cantine n'existait pas, bon, on peut dire que la cantine a un effet. Parce que l'enfant, dans sa quête d'aller chercher de la nourriture à midi et en fonction de la distance, n'est pas souvent capable de revenir le soir. Donc les cantines ont un seul rôle, le maintien de l'enfant à l'école. Je pense que son impact sur la qualité ne peut qu'être indirect. Ah oui, sur la qualité de l'enseignement, c'est indirect? Oui, ne peut qu'être qu'indirect. Bon, ça, oui, un enfant qui a mangé, ce n'est pas 100% efficace, ce n'est pas 100% garanti qu'il apprenne bien. Il apprenne bien. Il peut mal manger, il ne commence pas à dormir dans la session du cours qui suit. Donc, mais c'est quand même un élément important dans le dispositif de rétention, parce que vous savez, l'accès, on a gagné le combat de l'accès. Maintenant, il nous faut gagner aussi le combat de la rétention pour espérer l'efficacité. L'efficacité. Voilà. Et donc, on peut donc espérer qu'en Bourgeot, l'école béninoise, vraiment retrouve tout son fonctionnement requis. Non, moi, je n'aime pas ce genre de discours. On espère trop. Ici, il faut agir. Il faut agir. Oui, parce que nous n'agissons pas assez. Je pense qu'on n'agit pas assez. C'est pas une critique facile, mais je pense que si on peut agir assez et renforcer la responsabilité au niveau local, nous n'arrivons pas à réussir la décentralisation de l'école. C'est un peu le tram au niveau des conseils communaux, au niveau des municipalités, au niveau des différents démembrements de l'école. Si on arrive à renforcer les capacités de ces démembrements pour qu'ils prennent des responsabilités importantes, l'école va pouvoir vraiment décoller. Donc, je pense que l'un des défis importants, c'est de réussir la décentralisation de l'école. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas faire comme sur le campus où ce n'est pas le rectorat qui gère le manger, c'est-à-dire sortir les directeurs de la restauration des cantines. On a imaginé tous ces schémas, mais malgré ça, on a perdu. Donc, vous savez, il y a eu un moment ici où ils ont volé 29 millions de vivres cantines quelque part et ça a créé des tollés. Donc, il faut toujours dire aussi, appeler à la conscience des acteurs pour dire qu'en réalité, c'est honteux d'aller voler la nourriture qui est destinée aux enfants. C'est juste ça. Leur faire comprendre que c'est une honte quand vous arrivez, vous adultes encore, à vous accaparer de la nourriture destinée aux enfants. Peut-être que ça va toucher un peu leur cœur. Merci beaucoup à vous, Gérard Guédegbe. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'éducation. Vous êtes également le président de l'association des journalistes des questions de l'éducation. Merci beaucoup d'être disponible sur ce plateau pour parler bien sûr de l'actualité de l'école béninoise. Le grand rendez-vous va donc continuer et recevoir l'Actu-Web à présent. Oui, l'actualité sur la toile, c'est avec Patrick Adiagbodjou. Amis du web, bienvenue et bonsoir. C'est une nouvelle semaine qui démarre pour l'actualité sur la toile. Au Ghana, le gouvernement décide de remplacer l'appel à prière des mosquées par des messages WhatsApp
pour lutter contre les nuisances sonores. D'après le ministre de l'Environnement, des Sciences, de la Technique et de l'Innovation, le muezzin, l'homme qui appelle à la prière dans les lieux de culte musulmans, ferait trop de bruit. Résultat, l'autorité ministérielle veut prendre exemple sur le modèle du Rwanda qui a chassé les appels à la prière des rues de Kigali et envisage de le remplacer par des SMS ou messages WhatsApp. La population musulmane ghanéenne, qui représente 20% de la population totale du pays, est tombée des nues et a appelé le gouvernement à ne pas faire acte d'ingérence dans une religion. L'information est relayée par la Nouvelle Tribune. Kate Milton, l'épouse du prince William, enceinte de son 3e enfant, est admise à la maternité de Londres ce lundi matin. L'information a été relayée par plusieurs sites français, Express, Sudinfo et Sud-Ouest. Le bébé royal sera le 6e arrière-petit-fils de la reine Elisabeth II. À partir de la génération des enfants du prince William, c'est désormais l'enfant le plus âgé du souverain qui hérite du trône, quel que soit son sexe, et non le garçon le plus âgé. Une note sportive avant de mettre un thème à cette revue de l'actualité en ligne. Le site marchable de la chaîne de télévision France 24 a publié ce lundi matin Lionel Messi, footballeur le mieux payé devant Cristiano Ronaldo et Neymar. L'Argentin Lionel Messi a dominé son rival portugais Cristiano Ronaldo au classement des footballeurs les mieux payés en 2017-2018, selon les chiffres de l'hebdomadaire français Football annoncé lundi par l'agence France Presse AFP. Avec ses salaires bruts, primes, revenus publicitaires accumulés sur la saison en cours, l'attaquant du FC Barcelone domine le top 5 international avec 819 milliards de francs CFA devant l'emblématique numéro 7 du Real Madrid avec 54 milliards 60 millions de francs CFA. Les deux joueurs qui se partagent tous le titre de Ballon d'Or depuis le 2008, 5 trophées chacun, sont suivis respectivement dans le classement actuel par l'attaquant brésilien Neymar avec 52 milliards 650 millions de francs CFA et 28 milliards 600 millions pour l'ailier gaulois Gareth Bale. Chez les entraîneurs, le Portugais José Mourinho reste le mieux payé devant Diego Simone de Atlético Madrid, Zinedine Zidane de Real Madrid et de Pep Guardiola de Manchester City. Ainsi prend fin la revue de l'actualité en ligne. À demain. Bien, dans un instant, Agnat Bello et son invité sur la rubrique Autant savoir. Autant savoir, ça parle aujourd'hui de l'hôtellerie et du tourisme. Quel type d'emploi offre ce secteur aujourd'hui au Bénin et comment donc en profiter? Nous suivons le reportage et on revient. Juste un sac à dos, parfois une petite valise et le touriste va à la conquête du monde. Visiter, échanger, consulter, découvrir, manger, dormir, son séjour se résume généralement à cela. Au Bénin, le tourisme génère environ 2,6% du produit intérieur brut et fournit à peu près 5,6% de la totalité des emplois. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration y prennent une part prépondérante. Le secteur de l'hôtellerie consomme beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend tous les métiers porteurs, il y a beaucoup de ces métiers qui se retrouvent dans l'hôtellerie, notamment le tourisme. Quand on prend une période de 6 mois, en dehors des offres d'emploi relatives au commerce, à l'industrie et aux autres secteurs, l'hôtellerie occupe une grande partie. C'est un secteur qui est promoteur d'emploi. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. C'est-à-dire le tourisme était malade depuis l'indépendance. Selon les chiffres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi,
12% des offres et opportunités reçues pour le compte de l'année 2017 dans le littoral relèvent du domaine du tourisme et de la restauration. Les données sont presque élogieuses, mais il ne faut pas pour autant s'extasier. La formation reste une priorité afin de répondre aux standards internationaux. Il faut dynamiser ce secteur-là en formant énormément les gens, parce que rien ne vaut la formation. Si vous êtes formé, vous trouverez à faire la restauration, la cuisine, l'hébergement. Ça s'apprend. Et il y a une manière d'accueillir la clientèle. Si vous êtes bon, vous trouverez toujours les preneurs. Nous limitons à préparer tout simplement et à le jeter. Ça ne donne pas envie, ça ne pousse pas le touriste à aller découvrir, à vouloir même goûter. Donc à ce sujet, les ateliers de formation, la formation de nos cuisiniers sur l'aspect présentation, l'aspect diététique, leur mettre dans la tête qu'il faut limiter l'utilisation d'épices, de gras, de sucre et tout le reste. Le gouvernement du Bénin a défini le tourisme comme un des axes stratégiques de développement. L'idée est de présenter le pays comme une destination touristique privilégiée. Ces projets devraient représenter un investissement de 685 milliards de francs CFA et créer plus de 150 000 emplois. Des emplois qui boosteront à coup sûr l'effectif des hôteliers et restaurateurs. Retour en plateau, oui, pour parler sur ce plateau, bien sûr, du potentiel d'emploi que représente bien sûr le secteur de l'hôtellerie avec M. Richard Lourentor. Bonsoir, M. Lourentor. Bonsoir, cher ami. Merci d'accepter notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert consultant en tourisme. Bonsoir à Agnès Bello. Assem Gaba, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir chez vous. Ça parle tourisme, ça parle hôtellerie et surtout le potentiel d'emploi, c'est-à-dire les types d'emplois qu'on peut donc retrouver dans ce secteur. Alors, nous avons différents types d'emplois. Nous allons revenir justement sur ces différents types d'emplois que nous avons avec l'hôtellerie. Nous avons M. Richard Lourentor, vous l'avez dit, sur ce plateau. Il est expert consultant en tourisme. Et moi, déjà, ma question, c'est de savoir comment se porte le secteur, comment se porte l'hôtellerie au Bénin actuellement, M. Lourentor. Merci. Je crois que le secteur de l'hôtellerie au Bénin se porte moyennement bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons... Quels sont vos critères d'appréciation, M. Lourentor? Écoutez, nous avons déjà des hôtels de classe internationale, donc qui peuvent abriter des conférences internationales, qui peuvent accueillir des étrangers, des touristes, toutes gammes confondues. Mais nous avons également des hôtels moyens, de standing moyen, qui accueillent surtout des commerçants qui sont de la sous-région ou qui viennent de l'Afrique centrale ou un peu de la région du Sénégal. Mais ce qui est dominant, c'est la petite hôtellerie. Et vous mettez quoi dans petite hôtellerie? Oui, la petite hôtellerie, c'est des hôtels de 15 à 20 chambres qui sont des hôtels destinés à résoudre des problèmes de séjour, d'hébergement pour des gens qui viennent, qui sont de passage, qui n'ont pas d'amis chez qui rester. Donc, pour le petit commerce, voilà. D'accord. Ne serait-ce pas une question de standing ou c'est plutôt une question de moyens? Est-ce que nous faisons la politique de nos moyens? Non, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, je peux vous dire que les gens qui vont dans ces hôtels-là veulent économiser sur les ressources qu'ils ont sur elles, de manière à avoir suffisamment de moyens pour faire le commerce pour lequel ils sont arrivés ici. Voilà. D'accord. Alors, nous parlons d'hôtellerie. Est-ce que le secteur est vraiment pourvoyeur d'emplois? Comme on le dit, le reportage a parlé de plus de 100 000 emplois possibles à avoir avec l'hôtellerie. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Ils n'ont pas de 150 000. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je vais vous dire, le secteur du tourisme est un secteur important. Les États ont commencé à le découvrir. De plus en plus. Et l'une des raisons pour lesquelles le secteur du tourisme intéresse les États, c'est parce que, justement, il crée des emplois. Et il crée de nombreux emplois. Et vous savez, rien que tout à l'heure, on va parler... Des différents types d'emplois, oui. Mais quand je prends le secteur de l'hébergement, qui est un sous-produit du tourisme, eh bien, il emploie
75% de la clientèle touristique globale. Ça veut dire que c'est quand même un créneau sur lequel il faut porter le regard, il faut porter l'attention. Et c'est pour ça que l'hébergement, l'hôtellerie doit être soignée. L'hôtellerie doit être regardée comme un secteur qui intéresse à la fois l'État et à la fois les privés, mais à la fois les collectivités locales aussi, parce que souvent on les oublie dans les différents maillons de la chaîne des acteurs. Justement, on reviendra, si on a le temps, on reviendra sur ce plateau, sur comment les acteurs au niveau du privé, et sous une forme de synergie, essaient d'impacter le secteur. Ce sera certainement après. Oui, après bien évidemment. Et merci beaucoup à vous, Aniat Bello. Vous aurez effectivement du temps pour donc revenir sur cette question-là. On vous retrouve tout à l'heure pour la suite de l'entretien. 19h45, c'est l'heure du journal sur le grand rendez-vous avec Estelle Pazou. Un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue. Le développement est primordial, il faut le penser avant d'y arriver. Les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi se sont livrés à l'exercice à travers une causerie débat. Le corps infirmier subit quelques dérives qu'il faut corriger et cela passe par un contrôle du métier et la création d'un ordre national des infirmiers du Bénin. Et puis, en Allemagne, la croissance économique ne profite pas à tout le monde. Un enfant sur 5 vit dans la pauvreté. Des centres familiaux se mobilisent pour les accompagner. Quel modèle de développement pour le Bénin à l'ère du nouvel ordre mondial? La thématique a fait l'objet d'une réflexion vendredi dernier entre enseignants-chercheurs et le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Jules Akweikou et Patrick Adjabojou y ont pris part. Suivez leur compte-rendu. Bientôt 60 ans que le Bénin est en marche vers une croissance économique forte et un développement durable. Le pays a connu plusieurs régimes de gouvernance et différents programmes d'action du gouvernement. À l'heure d'une réflexion sur l'état de la nation, 58 ans après, pas un plan de développement à long terme assez sur les fondamentaux. Quand chaque régime arrive avec un programme d'action du gouvernement, c'est un grand pas. Mais le programme d'action du gouvernement devrait être axé sur ce qu'on appelle un plan de développement du pays. Le plan de développement du pays qu'on appelle les fondamentaux, sur lesquels les Béninois se sont entendus, et que sur une période donnée, qu'on ne doit pas changer, quelle que soit la couleur de celui qui arrive au pouvoir. Qu'il y ait une continuité par rapport à ce que les Béninois auraient décidé sur la base de leur développement. C'est ce qui nous manque. Pour parer à l'urgence, il faut éclairer davantage les décideurs et gouvernants sur les maux qui minent le développement du Bénin. Éclairer le décideur. Parce que c'est sur la base de ces résultats de recherche dans tous les domaines qu'on va pouvoir mettre à la disposition du décideur. Qui est le décideur? C'est celui qu'à un moment donné, le peuple a choisi comme président de la République. Et le décideur, c'est qui? C'est l'Assemblée nationale. Ceux qui décident au nom du pays. Or, celui qui décide n'a pas toujours la science infuse. Il a besoin d'être éclairé. L'université d'Abomey-Calavi s'engage dans une dynamique scientifique. Elle ouvre ses portes à tous ceux qui ont envie de partager avec la communauté universitaire le fruit de leurs réflexions sur les problématiques de développement du Bénin. Combien aujourd'hui, sur le plan national, ont une idée très claire des productions scientifiques, intellectuelles que nous faisons chaque année? Voilà pourquoi nous voulons corriger cet état de fait, qu'on puisse entendre les universitaires sur les grandes questions qui interpellent le pays, les citoyens, les grands problèmes de la nation. Doivent pouvoir nous entendre. C'est pour cela que l'équipe rectorale a pris note de service en bonne et due forme pour ouvrir le cadre de l'UAC à tout grand conférencier,
à tous ceux qui ont quelque chose à partager avec la communauté universitaire. Parce qu'il s'agit de former des ressources humaines de qualité. L'université est un lieu de réflexion, c'est un lieu de recherche. L'université, elle est ouverte sur la société. Tout le monde est invité à venir partager avec nous, avec le pays, ce qu'il a comme appréhension, ce qu'il a comme préoccupation et ce qu'il propose comme solution pour relever les nombreux défis qui sont les nôtres. Le développement durable du Bénin est encore possible, mais à un seul prix. Asseoir un nouveau modèle de développement à long terme qui tienne compte des profondes aspirations de développement des populations. C'est le vœu des universitaires. Au Bénin, le corps infirmier peine à émerger comme il le faut. Plusieurs raisons en sont à la base. Au nombre de celles-ci figure la non-réglementation du secteur, ce qui constitue pour les agents un frein au bon déroulement du métier. Christian Devouchi, Jennifer Sativi. Les soins dans les formations sanitaires, dans tout système sanitaire, reposent exclusivement sur la profession infirmière. En d'autres termes, les infirmiers représentent la cheville ouvrière de tout système de santé. Présents dans toutes les unités sanitaires, les infirmiers constituent au Bénin la corporation la plus fournie de toute la chaîne médicale. Ils sont essentiellement chargés de dispenser des soins préventifs, curatifs ou palliatifs afin de maintenir ou de restaurer la santé. Un métier qui pourrait être qualifié de noble, mais qui de plus en plus perd de sa crédibilité. Certains prennent la profession infirmière comme un pis-aller. Quand ils échouent 2 années, 3 années de suite à l'université, ils pensent que devenir infirmier, ça leur permet d'avoir un gagne-pain. Mais non, ce n'est pas un gagne-pain. C'est une profession où il faut avoir la vocation. L'être humain n'est pas un brouillon. Un papier, quand vous ratez, vous jetez. Quand vous ratez une fois pour toutes et vous l'avez sur la conscience. Si vous avez une conscience, bien sûr. Les déviances observées dans le rang des infirmiers du Bénin sont donc légion. En tête de liste, l'ouverture anarchique des centres de santé. N'importe qui se lève aujourd'hui, qui est soignant, même parfois on voit des non-professionnels qui prennent le rôle d'infirmier. Et ça c'est quoi? On tue nos malades, on tue la population. Des douaniers ouvrent des cabinets de soins, des bouchers ouvrent des cabinets de soins, des commerçants ouvrent des cabinets de soins. Ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent faire des avortements, ils peuvent soigner, ouvrir des cabinets n'importe où, aller raqueter des gens. Réglementer la corporation pourrait alors être bénéfique à bien des niveaux. C'est dans cette optique que l'Association des infirmiers du Bénin s'est réunie à Cotonou. Objectif premier, la création d'un ordre national. Nous sommes pratiquement le seul pays dans la sous-région qui n'a pas encore son ordre national des infirmiers. Dans un pays démocratique qui est le nôtre, si on veut être respecté, il faudra qu'il y ait un organe de régulation. Cet organe de régulation, ce n'est pas forcément uniquement pour les infirmiers, mais également pour le bien-être de nos populations, des consommateurs de soins. Si il arrivait qu'un ordre des infirmiers existe, on ne peut plus avoir je suis infirmier breveté, je suis infirmier diplômé d'État, je suis infirmier licencié, je suis master, je suis PhD, on n'en aura plus. Ce sera le maître, ce sera l'organe qui doit s'occuper de la protection de la corporation, des sanctions de la corporation et de réguler tous les comportements. En dehors de ce projet de mise en place d'un ordre national des infirmiers pour régir le secteur, d'autres réflexions sont en cours. Maladie génétique, la drépanocytose est due à une anomalie de l'hémoglobine. Elle est très fréquente en Afrique subsaharienne avec environ 310 000 naissances concernées chaque année. Un médecin revient ici sur les manifestations de cette maladie. C'est au micro de Héloïse Winator. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui est caractérisée par la présence d'un type d'hémoglobine qui est anormal, c'est-à-dire l'hémoglobine S, au lieu de l'hémoglobine A. Le froid, dans cette période de l'année, par exemple, on a beaucoup de patients hospitalisés pour des crises vaso-occlusives. Il y a le stress. Les enfants en période d'examen, très souvent, développent des crises vaso-occlusives. Il y a les infections. Quand les patients ont le paludisme ou une infection, quelle qu'elle soit, il y a des fois où les patients peuvent se lever le matin et commencer par uriner Coca-Cola. Cette émission d'urine foncée peut amener les drépanocytaires qui sont déjà le plus souvent anémiés à être
beaucoup plus anémie, c'est-à-dire l'anémie s'aggrave. Il y a une autre complication qui est aussi grave, c'est le priapisme. Le priapisme chez les drépanocytaires se retrouve beaucoup plus chez les garçons parce qu'il s'agit d'une érection douloureuse sans excitation sexuelle. Donc, dès que les enfants ont cette érection douloureuse ou les drépanocytaires ont cette érection douloureuse, ils doivent immédiatement venir à l'hôpital, si possible dans les 3 heures, même plus tôt. Quand on est drépanocytaire, on n'est pas bien suivi. Très rapidement, on peut développer une insuffisance rénale. L'Afrique continue de voir sa croissance progresser grâce à l'amélioration des prix des produits de base et du pétrole. C'est ce que note le Fonds monétaire international dans ses prévisions semestrielles. La croissance va atteindre 3,4% en Afrique subsaharienne pour l'année 2018 et sans doute 3,7% en 2019. Le fonds précise tout de même que la croissance du continent ne génère pas encore suffisamment de revenus. L'Allemagne a une bonne santé économique, mais certains Allemands n'en profitent pas. Dans le pays, un enfant sur 5 vit dans la pauvreté. Face à la situation, des centres familiaux se mobilisent pour accompagner cette jeunesse visiblement laissée de côté. Reportage. Tu peux le faire tout seul? Non? Avec ton papa ou ta maman? Ils savent à peine marcher, mais vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Dans ce quartier défavorisé du sud de Berlin, des familles dans le besoin confient leurs enfants à ce centre social quelques heures par jour. Ils peuvent jouer, apprendre à lire ou profiter d'un repas chaud encadré par des adultes. Les enfants nous racontent que, lorsqu'ils ne mangent pas avec nous, ils mangent des nouilles instantanées qui coûtent 30 centimes d'euros. Et certains les mangent même crues. Nous essayons de leur donner le goût de la nourriture saine et variée. En Allemagne, 21% des enfants vivent dans la pauvreté. Un grain de sable dans les rouages de la première puissance européenne à l'économie pourtant florissante, mais qui voit chaque année ces inégalités se creuser davantage. Résultat, des familles aux revenus insuffisants qui n'ont pas toujours les moyens de prendre soin de leurs enfants. Cet autre centre berlinois assure un soutien social après l'école et un lieu de retrouvailles quotidien pour ces adolescentes. On peut papoter, on cuisine, ou bien on s'amuse. Pour le directeur du centre, l'important c'est que ces ados ne restent pas désœuvrés et puissent bénéficier de l'aide des adultes. Les enfants viennent ici car ils savent qu'ils sont dans un endroit sûr, avec des adultes qui les encadrent, qui ont du temps pour eux et qui peuvent parfois les aider avec les services sociaux ou en appelant les parents. Ici aussi, des repas équilibrés sont proposés tous les jours. Pour pouvoir continuer à fonctionner correctement, ces centres, qui marchent en grande partie grâce aux dons et à l'aide de bénévoles, demandent aujourd'hui plus de moyens au nouveau gouvernement Merkel. Et ce sera tout pour les informations. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci donc à vous, Estelle Pazou, pour la présentation du journal. On vous retrouve demain donc à 19h45 pour une autre édition. On continue en plateau avec Agnès Bello et son invité. Agnès Bello et son invité, nous allons déjà parler des différents types d'emplois que nous avons avec l'hôtellerie. Nous avons, vous me le rappelez en coulisses, nous avons 3 types d'emplois avec l'hôtellerie. Oui, grosso modo, dans le tourisme, le tourisme offre 3 types d'emplois. Nous avons déjà les emplois directs. Oui. Les emplois directs sont ceux qui résultent d'activités relevant directement du secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Quels sont ces emplois-là? Et ces emplois-là, ce sont par exemple des emplois dans l'hôtellerie, des emplois dans... On peut parler de réceptionnistes. Bien sûr, à l'intérieur de l'hôtellerie, il y a plusieurs catégories d'emplois. Donc depuis l'hébergement, la réception, l'hébergement, la restauration, et les activités connexes, toutes les activités. Est-ce qu'on mettra le maître nageur de la piscine de l'hôtellerie aussi dans les emplois directs? Écoutez, bien sûr, il travaille à l'hôtel, donc il fait partie du personnel de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie fait partie des emplois directs du secteur du tourisme d'une manière globale. Comme la restauration, comme les agents de voyage, comme l'organisation du tourisme, c'est-à-dire tout ce qui est circuit touristique. Et le transport, le côté transport? Le côté transport fait partie des emplois directs, mais en partie. Parce que vous avez dans le transport, quand je prends l'aérien,
il y a une partie qui est purement touristique, mais dans l'aérien, il y a également une partie qui est non touristique. Ce qui fait que il y a certains auteurs, bien sûr, apportent différentes appréciations quant à l'appartenance directe et globale des transports comme secteur d'activité du tourisme. Nous avons des emplois indirects qui sont peut-être des emplois fournisseurs de services au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Lorsque vous prenez un hôtel, il va vivre de quoi? Eh bien, l'artisanat va venir comme prestataire de services en appoint. L'agriculture va venir en appoint. Il y a une forme de transport qui n'est pas forcément celle à laquelle vous pensez. Vous voyez, ici on a beaucoup parlé de télétaxi, on a parlé de ZEM, on a parlé de ceci. C'est des gens qui s'organisent. Vous prenez des localités où l'hôtel est loin du centre urbain, eh bien, il y a des organisations locales pour assurer le transport des touristes de l'hôtel en ville. Une forme de navette et on s'entend. Absolument, absolument. Donc, ce sont l'ensemble des activités qui sont fournisseurs de services à l'hôtel. Alors, est-ce que tous ces services-là sont alors disponibles au Bénin, déjà dans le secteur du tourisme? Bien sûr, d'une manière générale, bien sûr. Bien sûr, vous prenez, pour qu'un hôtel fonctionne, il va falloir, bien sûr, une activité de restauration à côté. Et donc, à l'intérieur de ça, vous avez tout ce qui concerne l'agriculture, tout ce qui concerne la pêche, tout ce qui concerne l'artisanat, l'ameublement de l'hôtel. Vous voyez, les bâtiments interviennent. Donc, tous ces emplois qui sont créés, eh bien, participent au développement de l'hôtellerie et du tourisme. D'accord. Donc, quand on parle de 150 000 emplois, moi, je pense raisonnablement qu'on est dans une mesure tout à fait juste et objectif. D'accord. Il y a une catégorie que nous avons quand même oubliée, les emplois induits. Oui, les emplois induits, vous savez, ce sont des emplois qui sont générés par l'activité du tourisme elle-même. Quand je prends par exemple, vous voyez, aujourd'hui se développent de plus en plus les bureaux de change. Eh bien, ce sont des emplois dont nous avons besoin, des activités dont nous avons besoin pour faire fonctionner. Vous allez dans certains pays, 24 heures sur 24, il y a des bureaux de change. Parce que le touriste qui arrive à n'importe quel moment peut aller changer. Encore que dans d'autres pays, c'est possible quand l'hôtel est d'un très grand standing, qu'il y ait ces structures-là à l'intérieur. J'en ai vu, oui. Absolument, absolument. Je comprends pourquoi vous parliez entre-temps d'hôtels moyens ou de mini-hôtels, de petits hôtels. Oui, parce que oui. Voilà. Petit hôtellerie, c'était ça la thématique. Ici, vous pouvez, non seulement un bureau de change, mais vous pouvez retirer de l'argent dans un TPE. Distributeur, oui. Voilà, donc il y a tous ces aspects-là que les hôtels au Bénin doivent pouvoir développer et mettre en place. Absolument. C'est aussi une question de moyens. Est-ce qu'il y a une politique globale pour accompagner les initiateurs, ceux qui ont envie de construire ces hôtels? Ça dépend aussi de vos moyens. Il ne faut pas faire la politique de ces moyens. L'hôtel restera un centre d'information et d'accompagnement du touriste lorsqu'il y séjourne. Oui. Parce que l'hôtelier, là, il va lui faciliter tout ce qui est besoin, s'il vous plaît, de change d'argent, tout ce qui concerne la visite du site. À la réception, il peut s'informer sur les sites à visiter, où trouver un taxi, où trouver des restaurants qui lui plaisent, qui ne sont pas à l'hôtel, etc., etc. Donc ces fonctions-là, c'est vrai, s'il a envie de prendre des mets locaux, par exemple, qui ne sont pas au niveau de la carte du restaurant de l'hôtel, on doit pouvoir l'orienter. Et l'hôtel ne trouve pas forcément un truc concurrentiel que d'envoyer le client dans un maquis. C'est le goût du client. D'accord. On a oublié la visite des marchés. Hein. Il y a quand même beaucoup de marchés aussi qui s'animent parfois autour des hôtels pour les petits souvenirs. Justement, vous savez que l'hôtel va participer énormément, et dans le contexte africain, et plus particulièrement béninois, à la réduction de la pauvreté. Parce qu'autour de l'hôtellerie va se développer une série d'activités locales qui sont des activités génératrices de revenus pour les populations. Les artisans, le petit commerce autour de ça, les gens s'organisent et ça crée des revenus
D'accord. Voilà. Alors, ma dernière question me dit que je n'ai qu'une seule minute, mais j'espère qu'en 30 secondes, vous allez peut-être amorcer un début de réponse. Comment peut-on donc booster l'hôtellerie pour véritablement résorber le chômage? L'hôtellerie, pour la booster, il faut peut-être déjà faciliter, inciter les gens à y aller avec, je ne veux pas dire de subventions, mais mettre en place des mesures incitatives pour permettre que les privés puissent s'investir et surtout mettre en place un code des marchés spécial pour permettre que les importations de matériaux servis à la construction des hôtels puissent être exonérés un peu. Et donc, à ce moment, les privés vont pouvoir s'investir dans ce secteur-là qui est très porteur. Merci beaucoup, M. Laurentor. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai encore 30 secondes. Non, mais ça le temps est fini. On va continuer l'aventure demain. On continue l'aventure demain. Oui. Mesdames et messieurs, je n'ai pas envie de vous laisser. J'ai encore beaucoup de sujets, beaucoup de questions pour M. Laurentor. On l'aura dans un format beaucoup plus élargi. Je vous le promets, M. Laurentor. Merci. Bien sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce secteur-là. Je crois que voilà. On aura le temps d'y revenir. Je vous remercie beaucoup. En tout cas. Oui. Assem Gaba, merci. À très bientôt. Merci. Merci, M. Laurentor, pour votre disponibilité. Merci également à vous, Aniat Bello. Comme je le disais, Aniat Onifadi, pardon. L'aventure continue donc demain dans nos hôtels, tout simplement. Avant de partir, on jette un second coup d'œil sur le tableau des prévisions météo. C'est la météo. C'est vraiment le terminus pour le compte de ce tout premier numéro de la semaine. On se dit déjà à demain pour un autre grand rendez-vous. Ce sera à 19h comme d'habitude. Bonne soirée sur BB24.